Maison d'arrêt de détention de Bamako-Koura et de Bolé pour une première prise de contact avec les services relevant de son département. Madame le ministre de la Justice, des Droits de l'Homme et garde des Sceaux les mettent prioritaires dans son calendrier. La journée internationale de la prévention des catastrophes, l'événement est célébré ce 13 octobre. La protection civile et le village de Guéna, dans la commune rurale de Sibi, s'associent dans le projet de création d'un centre de secours et la future école de formation de la protection civile. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Journal que nous ouvrons avec ce message de condoléances du président de la République. Le président de la République vient d'adresser à son Excellence Recep Tayyip Erdogan de Turquie. C'est avec une vive émotion que j'ai appris l'attaque terroriste perpétrée sur l'esplanade de la gare d'Ankara, occasionnant des dizaines de morts et des centaines de blessés. En cette douloureuse occasion, je voudrais, au nom du peuple malien, de son gouvernement et à mon nom propre, exprimer à votre Excellence ainsi qu'aux familles durement éprouver ma profonde compassion et mes condoléances les plus émues. Je forme des vœux ardents de prompt rétablissement aux blessés. Le Mali condamne énergiquement cet acte odieux et injustifiable et s'associe aux efforts de la communauté internationale visant à endiguer le phénomène du terrorisme. Je vous prie d'agréer, Excellence, Monsieur le Président, les assurances de ma très haute considération, signé du Président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta. Le chef du gouvernement a lui reçu ce matin une délégation française conduite par l'ambassadeur de France dans notre pays. La tenue le 22 octobre prochain à Paris de la conférence internationale sur le développement organisée par l'OCDE et sommet qui sera d'ailleurs co-présidé par le président de la République Ibrahim Boubacar Keïta et le président français François Hollande. Les préparatifs du sommet France-Afrique, des sujets qui ont dominé la rencontre. À noter qu'il a été également question de la visite d'État que Ibrahim Boubacar Keïta va effectuer à Paris, la toute première visite d'un chef d'État malien, d'un président malien en France depuis l'indépendance de notre pays. Tout un symbole, dira l'ambassadeur français qui est au micro de Nyanya Aliou Traoré. Je crois que c'est la première visite d'État d'un chef d'État malien depuis l'indépendance. Et je le dis à nos frères maliens, Paris sera pavoisé aux couvert maliennes. Les drapeaux maliens flotteront dans Paris, sur tous les édifices publics, sur les Champs-Élysées. Enfin bref, ça sera 2 jours du Mali à Paris. La communauté malienne de France y sera sensible, je le sais. Nous, Français, nous y serons extrêmement sensibles. Et puis j'espère qu'ici, à Bamako, les Maliennes et les Maliens y seront également sensibles. C'est le Mali à l'honneur. Et pourquoi maintenant ? D'abord, je crois que le Mali est en train de sortir d'une crise de façon assez exceptionnelle. L'histoire retiendra que la sortie de crise du Mali a été extrêmement rapide. On a des exemples de crises qui durent. Ici, les Maliens, entre eux, ont su trouver la solution de façon assez rapide. Je crois qu'il y a déjà ça. La deuxième chose, c'est que la relation, l'amitié entre la France et le Mali, elle date pas d'hier. Le président Hollande l'a dit, je le rappelle, nous avons une dette envers le Mali. Ce sont les 17 000 Maliens morts pour la France en 14-18 et en 39-45. Nous avons aussi une dette envers le Mali. Et puis le président Keïta qui sera honoré, c'est aussi l'amitié entre la France et le Mali. L'amitié aussi, il ne faut pas s'en cacher, entre 2 présidents. Et puis enfin, c'est la fraternité entre nos 2 pays qui sont unis depuis tellement longtemps que d'ailleurs plus personne n'est capable de dire quand est-ce que ça a commencé. C'est comme dans les histoires d'amour. Je ne suis pas seulement fier que cette visite d'État soit organisée, j'en suis en plus heureux. Heureux aussi pour l'amitié entre nos 2 pays, heureux pour mon président, heureux pour le président Keïta, parce que pour dire la vérité, il mérite cet honneur. Voilà, il mérite cet honneur et le Mali mérite ça. Donc je rappelle aux Maliennes et aux Maliens l'image
Paris sera pavoisé aux couleurs maliennes pendant 2 jours. L'actualité reste donc dominée par cette conférence de Paris sur le développement. Hier, le Mali et ses partenaires ont fait le point des préparatifs et à cet effet, le gouvernement a annoncé 100 milliards de francs CFA par an sur 3 ans, 2016-2018, pour alimenter le fonds du développement durable. Les partenaires, eux, disent attendre la fin de la conférence pour faire les annonces. Le ministre en charge de la coopération internationale et de l'intégration africaine, Cheikhna Seydi Ahmad, au fait qu'il y a une adhésion au processus, il y a une crédibilité du processus et que l'accompagnement des partenaires est garanti. Garanti puisque le Mali et ses partenaires ont désormais une convergence de vues sur l'ensemble des questions qui seront abordées à la conférence internationale de Paris, parmi lesquelles la stratégie spécifique du développement des régions du Nord, le programme d'urgence et le fonds du développement durable. Le Mali est le premier à annoncer sa contribution pour alimenter ces fonds. Le gouvernement a annoncé un chiffre de 100 milliards de francs CFA par an sur les 3 ans à venir, en 2016, 2017, 2018. Bon, les partenaires ont dit qu'ils vont faire des annonces à Paris et que nous ne serons pas dessus. C'est pas tomber dans l'oreille d'un sourd, donc attendons Paris pour savoir ce qui va être fait. Le fonds du développement durable doit servir à réaliser des infrastructures routières, économiques et sociales, surtout à mettre en œuvre l'accord de paix. À la conférence du 22 octobre à Paris, il s'agira donc de convaincre les donateurs sur la nécessité de financer les différents projets. C'est convaincre que le Mali est de retour avec toutes ses capacités et tout son potentiel qui n'a pas été entamé par la crise. Il était peut-être gelé, mais le potentiel est là. Les autres pays qui parlent d'émergence, qui parlent de développement accéléré et tout ça, n'ont pas plus de potentialité que le Mali. Le handicap que nous avons aujourd'hui, c'est l'insécurité. Donc nous avons nos terres rares, nous avons la capacité de transformation de l'économie, nous avons des taux de croissance 7,02% en 2014. Nous avons renoué avec la croissance d'avant-crise et nous avons la possibilité de faire mieux. La conférence internationale de Paris est placée sous l'égide de l'OCDE et de la France. Une conférence qui doit permettre d'ouvrir un nouveau chapitre dans les relations économiques entre le Mali et ses partenaires. Comme annoncé hier, le RTM vous propose, après ce journal, un magazine d'ailleurs sur cette conférence préparatoire de la table ronde de Paris qui va se dérouler le 22 octobre prochain à Paris. Un magazine préparé par Bourama Traoré. Ce communiqué du gouvernement le mardi 13 octobre 2015 aux environs de 7h30, un convoi de véhicules civils parti de Ambori escorté par des éléments des forces armées de sécurité nationale est tombé dans une embuscade à 105 km de Gao. L'attaque terroriste perpétrée à coups de lance-roquettes a causé la mort de 6 personnes, des civils, et a fait 2 blessés, dont un militaire évacué sur l'hôpital régional de Gao. On dénombre 3 citernes brûlées. Le détachement chargé de l'escorte a aussitôt engagé la riposte et la poursuite des assaillants. Un renfort des FAMA s'est rendu sur place. Dans cette circonstance douloureuse, le gouvernement du Mali présente ses condoléances émues aux familles des victimes et formule des vœux de prompt rétablissement aux blessés. Le gouvernement du Mali condamne avec la dernière rigueur cette attaque barbare et terroriste. Le gouvernement rappelle aux citoyens et aux amis du Mali qu'ils œuvrent sans relâche avec l'ensemble de ses partenaires
partenaire dans la lutte contre le terrorisme et pour le rétablissement de la sécurité sur tout le territoire. Cela reste le plus gros défi à relever et auquel toutes les populations doivent participer. Enfin, le gouvernement réitère son soutien aux forces armées maliennes et à l'ensemble des forces de sécurité nationales dans leur action patriotique contre le terrorisme sous toutes ses formes. Une fois n'est pas coutume, je vous le disais dans les titres, Madame le ministre de la Justice, des Droits de l'Homme et garde des Sceaux a consacré sa première sortie aux maisons d'arrêt et de détention de Bamako-Koura et de Bolé. Par cette visite, Madame le ministre entendait tout d'abord s'enquérir des conditions de détention et du fonctionnement de l'administration dans ces centres spécialisés. Mariam Sagara était de la visite. Dans cet univers carcéral, Mme Sanogo Aminata Malé, ministre de la Justice, a été agréablement détendue par les détenus à travers leurs troupes. J'ai constaté qu'il y avait des troupes d'animation qui m'ont réservé vraiment un accueil chaleureux à moi-même et à la délégation qui m'accompagne. Donc cela participe encore à l'humanisation des prisons. De la maison d'arrêt au centre spécialisé de Bolé, rien ne s'arrête. Toutes les activités culturelles, artisanales et commerciales se poursuivent même si l'environnement est malsain. Il y a le besoin de rénovation aussi que j'ai remarqué au niveau de la plupart de ces centres. Les locaux sont vétustes et ont besoin vraiment d'être réhabilités. L'objectif premier du ministre malais est d'améliorer, d'humaniser la vie carcérale dans les maisons d'arrêt, réduire les difficultés au niveau de l'administration et diligenter les dossiers en retard. J'ai voulu rompre avec l'ordre habituel des visites de terrain d'un garde des Sceaux. Et cela avait un double objectif. D'abord, m'approprier vraiment des conditions de détention des détenus, vérifier la conformité des normes de détention avec les standards internationaux. Et d'autre part, m'enquérir aussi des conditions de travail du personnel de l'administration pénitentiaire. Il y a beaucoup de détenus qui sont là depuis des années qui n'ont pas encore été jugés. Ensuite, il y a la surpopulation carcérale. Au niveau de la maison centrale d'arrêt de Bamako, ils sont plus de 1800 à l'heure où je vous parle. Et même le quart n'est pas encore jugé. Autre préoccupation, les surveillants de prison réclament un statut particulier et ils réclament également une formation dans le cadre de la spécialisation pour mieux assurer les missions qui leur sont confiées. De la maison d'arrêt au centre de Bolé, mineurs et femmes, le personnel de l'administration, des surveillants de prison, de la santé, des travailleurs sociaux et même les pensionnaires ont tous présenté leurs doléances pour une condition de vie meilleure. Pour la visite de la matinée, chaque centre a bénéficié des lots de savon, d'omo, des bouteilles de grésil et des bombes anti-moustiques. Toutes les directions à Bamako-Koura et Bolé se disent honorées par cette première sortie du ministre, ce qui prouve pour eux l'intérêt qu'elle porte au service pénitentiaire. Restons avec les nouveaux ministres. Fin de la série de visites de prise de contact du ministre de la Sécurité et de la Protection civile dans les services déconcentrés à Bamako. La dernière étape a concerné ce matin l'état-major de la garde nationale. L'objectif est de s'imprégner des réalités du terrain et la hiérarchie de la garde nationale a fait part des difficultés auxquelles est confronté le corps, des problèmes relatifs à l'insuffisance des équipements et du personnel. Moussa Fane a suivi pour nous. L'objectif de cette visite du ministre en charge de la sécurité est de toucher du doigt les difficultés de la garde nationale. Il s'est rendu dans les unités opérationnelles du corps. Je suis venu donc prendre contact avec l'encadrement au niveau de la portion centrale pour qu'on me dise on me fasse l'état de la situation. Et il en ressort qu'il y a encore des efforts à faire en termes de recrutement, en termes d'équipement, ce qui est connu. Et j'en ai profité pour leur donner un peu ma vision et la vision du département de la sécurité à court terme et à moyen terme. Et aujourd'hui, nous voulons des présences conséquentes, pas la présence de 2, 3, 4, 5 hommes par endroit. On veut plus que ça, parce qu'on a eu de mauvaises expériences par le passé. Et pour éviter cela aujourd'hui, il faut qu'il y ait plus d'éléments. Nous sommes en train de travailler dessus. Il y a 1000 éléments qui sont en cours de recrutement. Et il y a également, quand on augmente les effectifs, il y a besoin de moyens et d'équipements aussi. Tout cela également est en étude. Et nous allons nous mettre à la tâche afin que très rapidement,
la garde puisse relever les défis. Pour le ministre Traoré, les forces de sécurité doivent regagner la confiance de la population. Il s'agit pour nous de regagner la confiance de la population malienne, de continuer à rassurer la population malienne tout en la protégeant. Je dis on ne peut pas réussir ce pari-là tant que la population n'est pas avec nous. C'est une force qui est une force de contact, autant que la police. Et il faut que l'attitude des hommes reste professionnelle. C'est dans ce cadre-là, avec l'accompagnement des autorités, pour les équiper, pour les réentraîner, je pense que l'objectif va être atteint. Cette visite devra permettre au département de la sécurité et de la protection civile de mieux réagir face aux difficultés recensées au niveau de la garde nationale. La journée mondiale de la normalisation, c'est demain. Elle sera célébrée cette journée sous le thème « Les normes, langage commun universel ». Il s'agit à travers cette journée de mieux faire connaître l'importance de la normalisation pour l'économie mondiale. Le ministre du Commerce, Abdul Karim Konaté, est au micro de Alpha Meiga. C'est le lieu de rendre hommage à nos experts nationaux et autres parties prenantes qui collaborent à l'élaboration de nos normes nationales. À ce propos, il est heureux de constater que le Mali dispose à ce jour de 259 normes nationales dans les secteurs prioritaires de notre économie, à savoir génie civil et matériaux de construction, chimie et environnement, céréales et dérivés, denrées alimentaires d'origine animale, électrotechnique, textile, cuirs et peaux, fruits, légumes et oléagineux. Aussi, il est apparu important de poursuivre activement l'élaboration et l'adoption des normes nationales dans les domaines précités et également dans d'autres domaines tels que l'hôtellerie et le tourisme, le transport, le biocarburant, l'éducation nationale, la santé et l'hygiène publique. Afin de mieux protéger les populations et leur assurer un plus grand choix de produits de qualité, le gouvernement a adopté le 10 juin 2015 la politique nationale de la qualité et son plan d'action 2015-2017, dont plusieurs actions pertinentes portent sur la normalisation. Chers compatriotes, imaginez un monde où votre carte de crédit ne serait pas acceptée dans tous les distributeurs automatiques et où les ampoules de vos luminaires seraient introuvables dans le commerce. Sans indicatif téléphonique, sans code de pays ou de monnaie et sans accès à l'Internet, comment saurons-nous d'où viennent les appels? Comment pourrions-nous atteindre tel ou tel pays? Les normes internationales bénéficient ainsi tant aux consommateurs qu'aux fabricants et aux prestataires de services. Elles sont présentes partout dans le monde moderne et facilitent nos tâches quotidiennes et les rendent plus sûres. Un monde privé de normes serait donc voué à l'immobilisme. Vous pourrez suivre après ce journal l'intégralité du ministre du Commerce Abdul Karim Konaté, et c'est demain que sera célébrée la journée mondiale de la normalisation. Mois d'octobre, mois de la solidarité, la Fondation Orange Mali a remis cet après-midi des vivres et des non-vivres à des personnes en situation difficile. Ce geste d'une valeur de plus de 40 millions de nos francs a été hautement salué par Madame Keita Aminata Meiga, épouse du chef de l'État, qui était la marraine de cette cérémonie de remise. Khadija Toukone a suivi pour nous. Au Mali, le mois d'octobre est consacré à la solidarité et à la lutte contre l'exclusion. Lancée officiellement le 12 octobre par le ministre en charge de la solidarité, la Fondation Orange Mali vient de donner le ton avec cette remise de dons, de vivres et de non-vivres à certaines personnes en situation difficile. Cette année encore, la Fondation Orange Mali, qui participe depuis 2006 au mois de la solidarité, apporte aujourd'hui sa modeste contribution à travers d'importants dons en nature au profit de 56 structures défavorisées et associations d'encadrement de l'enfance et des personnes handicapées pour plus de 40 millions de francs CFA. Les donations sont constituées de denrées alimentaires, de moustiquaires imprégnés, de cahiers, de moulins multifonctionnels, de motopompes pour irrigation, des mototricycles pour les personnes handicapées et de kits de maraîchage. La Fondation Orange Mali est un partenaire très privilégié du gouvernement dans la lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale. Permettez-moi, au nom des plus hautes autorités de notre pays, au nom de mes collègues présents ici, de saluer la Fondation Orange, de lui exprimer notre gratitude pour cette belle cérémonie
de solidarité qu'elle organise aujourd'hui dans le cadre du mois de la solidarité. Le contexte du mois de la solidarité cette année est un contexte qui suit la signature des accords d'Alger et qui chemine avec la mise en œuvre des accords. Alors se réunir, consolider la paix et pouvoir le dire grâce à l'antenne que vous installez, on ne peut que dire félicitations. Et c'est avec beaucoup d'émotion que Habibou Ndiaye, handicapé physique, a reçu sa moto tricycle. Abi déplacement noyama quoi, parce que faut l'entendre faire la taille, on tisse la taille quoi. Abo mo ba de nyanyi. Mbu baragada ka foli kuye. Ala ka demedo. Keïta Aminata Maïga, épouse du président de la République, qui a eu l'honneur de présider cette cérémonie, a salué ce geste de la Fondation Orange Mali. Les gestes de cette nature sont toujours les bienvenus. Je voudrais saluer l'engagement de la Fondation Orange. C'est vrai qu'elle fait beaucoup, mais je pense qu'elle peut encore faire plus et mieux. Je pense, sincèrement, et nous travaillons ensemble aussi avec Agir, donc c'était tout à fait normal que j'accepte d'être là, parce que bon, quand c'est l'engagement par rapport au pays même. C'est le mois de la solidarité, c'est vrai, mais la solidarité, je dirais qu'elle est quotidienne. Donc je voudrais lancer en tout cas un appel à tous ceux qui peuvent faire quelque chose. C'est vrai, mais il ne faut pas non plus que nous pensions que la solidarité, c'est s'installer aussi dans l'assistanat. C'est vrai qu'elle est nécessaire, mais ce n'est pas par elle qu'on se développe aussi. Donc je voudrais quand même lancer à tous ces opérateurs économiques de la place qui peuvent faire beaucoup par rapport à la santé, par rapport à l'éducation. Nous sortons d'une crise, il y a beaucoup de chantiers et nous avons besoin de beaucoup de maternités rurales, beaucoup d'ambulances, beaucoup de personnel à former aussi. Depuis 2006, la Fondation Orange Mali lutte aux côtés du gouvernement contre la pauvreté et l'exclusion sociale. Elle intervient dans le domaine de la santé, de l'éducation et de la culture. Cette cérémonie de remise de dons a été meublée par des prestations de la troupe de l'UMAV et des pensionnaires du centre d'Igliabou. Pour rappel, le thème de la 21e édition du mois de la solidarité est « La solidarité, un facteur de réconciliation, de développement et de consolidation de la paix ». Toujours dans le même chapitre, le mois de la solidarité, le Conseil national des personnes âgées du Mali entend jouer sa partition dans le développement économique et social du pays. Les personnes âgées ont marché ce matin de la maison des aînés à la cité administrative, et cela pour remettre un mémorandum au ministre en charge de la solidarité et de l'action humanitaire. Les marcheurs reconnaissent les efforts déployés par l'État en leur faveur, mais estiment être utiles aussi dans le processus de médiation et autres actions engageant le pays. Compte rendu à Gali Aguissa. Pétri d'expérience et de sagesse, les personnes âgées sont les sources les mieux indiquées pour prodiguer des conseils en toutes circonstances. Conscient de cela, le Conseil national des personnes âgées du Mali veut jouer son rôle. Dans le cadre du mois de la solidarité et de lutte contre l'exclusion, les personnes âgées ont organisé une marche pacifique pour exprimer des reconnaissances à l'État et réaffirmer leur disponibilité à accompagner le processus de paix et de réconciliation. Le mémorandum, c'est pour quand même présenter nos doléances au ministre. Et puis lui exposer quand même nos problèmes. C'est pour la participation vraiment des personnes âgées à toutes les activités pour la construction de la nation. Et surtout les médiations. Ce que le gouvernement a fait pour les personnes âgées, c'est énorme. Et nous voulons les rappeler seulement que ces décisions-là soient respectées. La marche a conduit des personnes de troisième âge, de la maison des aînés à la cité administrative. Et c'est avec tous les honneurs que le ministre en charge de la solidarité a accueilli les marcheurs juste à l'entrée de la cité. Cette écoute qui nous est demandée est une grande sagesse. C'est une sagesse que le Mali a su institutionnaliser, une sagesse à laquelle le président de la République tient beaucoup. Ils nous ont dit qu'ils pensent qu'ils peuvent avoir un rôle dans la gestion de l'actualité. Mais ce qu'ils ont dit là est pris en compte généralement dans ce que nous faisons. Mais dans l'actualité récente,
ça n'a pas été pris en compte. Dans le processus de la mise en œuvre des accords, ça ne l'a pas été. Ça sera corrigé. Les échanges entre les personnes âgées et le ministre Konaté se sont déroulés dans la plus grande convivialité. Évaluation du plan d'action de la CEDEAO sur la décennie de la sécurité routière 2011-2020. C'est le thème de la 6e Assemblée générale de l'Organisation pour la sécurité routière en Afrique de l'Ouest qui a commencé ses travaux ici à Bamako. Mamourou Sidibé, compte rendu. C'est autour du thème évaluation du plan d'action de la CEDEAO sur la décennie de la sécurité routière que se tient la 6e édition de l'Organisation pour la sécurité routière en Afrique de l'Ouest, l'ASRAO. Cette rencontre se veut un cadre d'échange, d'expérience et d'information entre les membres de l'organisation en vue de rendre plus efficace la lutte contre l'insécurité routière. Le rendez-vous de Bamako est donc un tournant dans ce combat, dès lors qu'il va permettre de réfléchir sur l'évaluation régionale de la décennie d'action pour la sécurité routière 2011-2020, l'utilisation des bancs de rétro-réfléchissants par les agences de sécurité routière, les stratégies nationales de sécurité routière, la gestion des données de la sécurité routière. La lutte contre l'insécurité routière dans l'espace CEDEAO est plus complexe. C'est pourquoi il convient à travers une telle rencontre d'harmoniser les points de vue. La CEDEAO a, pour cette initiative, fourni des experts en vue de recueillir des informations dans chaque pays. Et au cours de nos assises, nous aurons donc à examiner le rapport produit à cet effet. Il s'agira de mettre en commun les avancées, les retards, les stagnations. Ce que l'organisme est en train de préparer, c'est une entente sur comment organiser d'une façon harmonisée les règles de la conduite. Certes, la stratégie pour réduire le nombre de victimes sur nos routes sera une course de fond et tout sera mis en œuvre par l'ASRAO pour y parvenir, à en croire les organisateurs de la réunion du comité exécutif. Célébration ce 13 octobre de la Journée internationale de la prévention des catastrophes. L'événement a été marqué chez nous par la matérialisation d'une alliance entre la Direction générale de la protection civile et le village de Guéna dans la commune rurale de Sibi, village qui abritera plutôt centre de secours et la future école de formation de la protection civile. Nos envoyés spéciaux, Karunga et Makanfi Konaté. Guéna, commune rurale de Sibi, 50 km de Bamako. C'est à travers une démonstration de secours avec des moyens rudimentaires qu'a commencé la célébration de la Journée internationale de la prévention des catastrophes. Le choix de Guéna n'est pas anodin. Il est à mi-chemin entre Bamako et la frontière avec la Guinée, sur un axe classé très dangereux. C'est pourquoi le site a été retenu pour abriter un centre de secours sur l'axe Bamako-Conakry. Nous intervenons beaucoup sur cet axe et nous avons nourri l'intention justement de concert avec la communauté de cette localité, le maire et les autres autorités, d'installer un poste ici, un poste de secours routier. Les autorités de Guéna, de concert avec la mairie de Sibi, ont décidé de mettre à la disposition de la protection civile un espace pour nous permettre de nous installer durablement. Et si tout va très bien, cet espace pourra être utilisé pour abriter une école de formation de la protection civile. C'est avec une grande fierté que le village de Guéna et la mairie de Sibi ont accueilli la protection civile. Une superficie de 8 hectares a été offerte à la direction générale de la protection civile pour ses besoins. Le maire de Sibi se dit satisfait du rapprochement du centre de secours à ses concitoyens. Ça présage quand même pour nous une meilleure protection, une meilleure sécurisation des voyageurs sur l'axe Bamako-Kuremale. Régulièrement, nous sommes confrontés à plusieurs accidents.
Et donc, une réduction de temps de secours est indispensable aujourd'hui. Cette année, la journée met l'accent sur les connaissances traditionnelles locales et autochtones qui complètent la science moderne et améliorent la résilience des communautés. Le choix d'un village pour marquer cette journée est une excellente initiative à en croire le représentant de la MINUSMA. On doit connaître quel comportement il faut adopter. C'est pourquoi on a dédié cette journée aux valeurs traditionnelles. La place de la tradition, ce que l'on peut faire avant même que le secours n'arrive. Plusieurs centaines d'arbres ont été plantés sur le site devant abriter le centre de secours pour sceller l'union entre Guéna et la grande famille des secours du Mali. L'événement a été parrainé par l'ONG catholique Relief Service. Comme une coopération, j'allais dire, l'Espagne contribue au développement durable et à la consolidation de la paix dans notre pays. Pour commémorer sa fête nationale, la représentation diplomatique a offert une réception aux ressortissants espagnols et aux partenaires du pays. Moïse Traoré a pu suivre cette réception pour nous. Un aspect intrinsèque de l'insécurité est la pauvreté. C'est pour cela que Madrid contribue depuis plusieurs années au développement durable au Mali. Outre son appui dans la lutte contre le terrorisme, l'Espagne participe activement à la mission EUTM de formation militaire. La consolidation de l'association en matière migratoire sous une approche intégrale et partagée, en faisant très attention à l'organisation de la migration légale, la lutte coordonnée contre l'immigration irrégulière et la synergie entre migration et développement, tout ceci dans le cadre de l'accord migratoire de nouvelle génération signé entre le Royaume d'Espagne et la République du Mali en 2007. Annuellement, plus de 5 millions d'immigrés arrivent en Espagne. Actuellement, autour de 150 ressortissants espagnols séjournent au Mali. Ils travaillent généralement dans la coopération, le développement et l'humanitaire. Le gouvernement malien est représenté à la réception qui est offerte aux amis. La coopération internationale en matière de santé, par exemple, et même en matière de développement. Je sais que l'Espagne entretient des relations de formation avec les femmes, les groupements de femmes. Au niveau de la migration également, c'est un pays, vous savez, beaucoup de Maliens sont en Espagne. C'est un pays d'accueil des migrants. Il a des droits, il a des devoirs également. En 2014, 64 millions de touristes ont visité l'Espagne qui compte 44 millions d'habitants. Sa superficie est de 505 000 km². L'ambassade du Japon au Mali informe l'opinion nationale et internationale qu'à la demande du gouvernement du Mali, le Japon a accordé le 8 octobre dernier au Programme alimentaire mondial un don de 2,202 milliards de francs CFA destiné à l'aide alimentaire d'urgence en faveur des populations vulnérables du Mali. Il s'inscrit dans le cadre de la coopération économique multilatérale non remboursable du Japon en faveur du peuple malien, et à travers ce financement, le Japon vise à soutenir les autorités maliennes dans leurs efforts de consolidation de la stabilité, l'assistance et la protection des populations affectées par la crise et surtout à promouvoir les dividendes de la paix dans notre pays. Une délégation conduite par le ministre des Maliens de l'Extérieur, Dr Abdrahmane Sylla, vient d'effectuer une tournée en Europe. La délégation, les images sont là, la délégation s'est rendue en Espagne, en France, en Belgique et aux Pays-Bas. L'objectif de cette visite était de maintenir le contact dans le cadre de la lutte contre l'immigration irrégulière, l'encouragement des investissements au Mali, enfin, la mise en œuvre des plans stratégiques de la politique nationale de migration. Dans tous ces pays visités, Dr Abdrahmane Sylla a eu des rencontres avec nos compatriotes, bien évidemment. Il est le ministre des Maliens de l'Extérieur.
À Midraine, en Afrique du Sud, plus précisément à Johannesburg, étaient réunis les élus et représentants de la société civile d'une cinquantaine de pays d'Afrique. À l'issue de la réunion 2015 du caucus des femmes du Parlement panafricain sur l'autonomisation financière des femmes, l'engagement a été pris de part et d'autre pour continuer la sensibilisation et pour des retombées dans les pays respectifs. À cette rencontre, notre envoyé spécial s'appelle Aïssata Ibrahim Meiga. Cette session annuelle du caucus des femmes parlementaires du continent a vécu avec la participation des membres de la société civile d'une cinquantaine de pays africains. Elle a abouti à plusieurs communications en faveur de l'indépendance financière des femmes du continent. J'aimerais que les femmes soient toutes s'entendent pour faire une lutte commune, chacune dans son pays. C'est important que les femmes africaines quittent le niveau des micros, qu'on aille au niveau macro. Parce qu'on est toujours micro-entreprise, micro-ceci. Je pense que les femmes africaines ont aussi le droit d'aller de voir plus grand. C'est aux femmes d'abord de croire à leur force, à leur dynamisme et à leur vertu pour pouvoir vraiment booster alors ce dont aujourd'hui nous tous nous sommes en train de parler, qui est l'autonomisation de la femme. À cette rencontre, tous ont également reconnu et d'une seule voix le leadership et la motivation de la présidente du caucus et des membres de son bureau. Je crois que nous avons l'habitude d'avoir des journées de la femme, mais des journées comme celle-ci, je crois que c'est une première. Avoir une présidente de l'Afrique de l'Ouest, c'est une bonne chose, parce que quand même, nous savons que le développement économique de l'Afrique de l'Ouest repose sur les femmes. Ce qui m'a beaucoup plus impressionné, c'est qu'on a fait ces 2 jours avec les hommes. C'est du jamais vu. En général, quand on fait la conférence des femmes du Parlement panafricain, il n'y a que les femmes qui sont là. Les hommes ne se sont jamais sentis concernés. Mais pour une fois, tous les hommes parlementaires qui sont en Afrique du Sud ont participé aux travaux. Si les hommes parlementaires qui sont là ont compris la nécessité de voter toutes les lois qui protègent les femmes, moi je pense qu'il y a quelque chose de très important qui a été gagné. Voilà, quand les hommes décident d'accompagner les femmes. Former les agents nouvellement nommés dans les missions diplomatiques et consulaires à certaines règles d'usage de la diplomatie à les fixer sur leur mission, c'est l'exercice auquel s'attelle le ministère des Affaires étrangères, et cela à la faveur d'un atelier qui a ouvert ses travaux ce matin. Atelier suivi par Nouhoum Sissoko. Dans un contexte de mondialisation caractérisé par une diplomatie de plus en plus exigeante, une mise à niveau des acteurs est une nécessité. C'est pourquoi la direction des ressources humaines, des affaires étrangères et des Maliens de l'extérieur a initié cette session de formation. Dans un environnement mondial changeant, un renforcement des capacités s'impose pour faire de la diplomatie malienne un levier de la croissance économique. Pendant 4 jours, dont 2 jours pour les conseillers des affaires étrangères et 2 jours pour les secrétaires d'ambassade, agents du protocole et agents consulaires, vous serez entretenus par des experts à la matière. Il s'agira au cours de cet atelier d'échanger avec les participants sur les missions qui les attendent et les comportements et attitudes indispensables à la bonne exécution de leur mandat. C'est juste une sorte d'initiation à la pratique de la vie diplomatique pour des professionnels, les mettre en condition de prendre leurs fonctions, pour certains dont c'est la première fois dans la mission diplomatique et consulaire. Donc les modules sont assez variés, c'est surtout un dialogue interactif que nous allons instituer pour permettre de soulever certains points précis. Cette session de formation s'étalera sur 4 jours et doit permettre d'outiller les nouveaux agents des missions diplomatiques et consulaires pour faire face à leurs obligations. L'Institut national de la jeunesse et des sports a tenu ce matin sa première assemblée générale. Une assemblée qui devra permettre à cet établissement de passer au peigne fin les textes qui vont désormais régir cette école. On fait le point avec Isaac Tcheno. Les responsables de l'éducation, de la jeunesse et des sports se sont retrouvés ce mardi pour la première assemblée de l'Institut national de la jeunesse et des sports, INJS. Il s'agit pour les administrateurs de se pencher sur les textes qui vont désormais régir cet institut qui est aujourd'hui un établissement public à caractère scientifique et technologique. La profonde mutation que connaît le secteur de la jeunesse
des sports et des loisirs exige de nous un développement de nouvelles compétences distinctives pour relever efficacement les nouveaux défis auxquels nous devons faire face. L'INGS de Bamako fera un effort d'adaptation aux réalités maliennes. L'Assemblée générale est le premier organe de gestion de l'Institut, toute chose qui traduit son importance. Je vous exhorte vivement à examiner avec beaucoup de rigueur les textes soumis à votre appréciation afin de les adapter au nouveau statut. Si vous relevez ces défis, je puis vous assurer que vous parviendrez à éviter à la direction d'énormes difficultés liées à la gestion du nouvel institut et garantir son bon fonctionnement. L'INGS est aujourd'hui en pleine mutation. Cet institut est dans la dynamique de s'adapter au marché de l'emploi. La caravane de lutte contre le mariage précoce a été lancée dimanche dernier à Konobougou. On le rappelle, c'était sous la présidence de Mme Keïta Aminata Meiga, épouse du président de la République. Le Mali devient donc le 8e pays sur 30 concerné par le sujet à lancer sa campagne. La caravane est arrivée hier à Ségou. Nos envoyés spéciaux, Mbarakou Meiga et Salimata Ndao. Après son départ de Konobougou, la caravane de lutte contre le mariage précoce fait son premier escale à Ségou. Les caravaniers sont porteurs d'un message, celui de mettre fin à ce phénomène qui affecte de nombreuses fillettes de notre pays. Dans certaines localités, nous avons été saisis de certains cas. Il y a des filles même qui tentent de se suicider parce qu'elles sont précoces, elles ne connaissent rien du mariage. Elles ne sont pas vraiment mûres pour supporter le mariage. Le message transmis aux autorités de la région sera divulgué au maximum auprès des populations. Nous, au niveau de la région de Ségou, étant là pour la mise en œuvre des actions décidées au niveau national, c'est dire notre adhésion et notre accompagnement pour cette activité au niveau de notre région. Nous allons nous employer et aussi utiliser tous les créneaux pour que cette activité, en tout cas, soit le maximum diffusée à l'intérieur de la région et surtout son respect. Le TAP de Ségou a été riche en rencontres. Les chefs traditionnels et religieux ont été les premiers à être édifiés sur les risques du mariage de la fille. En tant que religieux, en tant qu'enseignant, je condamne fermement cette action. Ça paralyse l'école. Nos filles qui sont vraiment les douées sont tout de suite reprises de l'école. Se marier 2 ou 3 ans après, tu ne les reconnais plus. La religion condamne le mariage précoce. Les caravaniers se sont rendus au Bureau national catholique de l'enfance, BNCE, où ils ont rencontré des jeunes filles et garçons. La discussion était franche et ouverte. Les filles savaient déjà beaucoup sur le sujet. Les témoignages faisaient froid au dos. Souvent, les filles, même filles au niveau du foyer, on travaille d'abord avec la fille en question. On la stabilise. Après, on va au niveau de la famille pour sensibiliser les parents. Souvent, on a des cas de réussite. Souvent, d'autres renoncent au mariage. Chez les garçons, les échanges ont tourné surtout autour de l'éducation qui n'est plus de qualité. Il faudra que l'État se charge de certaines images qui sortent à la télé, surtout les feuilletons, que les parents aussi cherchent à savoir l'âge et la potentialité de l'enfant avant de lui donner des téléphones. Parce que nous savons que c'est la technologie de l'information qui est un peu aux sources de ces choses-là. Et il faudrait aussi que les religieux, comme c'est eux qui se plaignent très souvent, ils accentuent la citoyenneté sur la religion en quelque sorte. La journée d'information et de sensibilisation a pris fin à l'école publique Bandiougou-Boiré. Les élèves se sont beaucoup intéressés au sujet développé par les représentants de l'UNICEF et de Care Mali. La prochaine étape, c'est Bla et c'est demain. La Maison de la Presse a abrité les travaux de lancement de l'association Journalisme Citoyen Action pour la République. L'association a pour objectif de contribuer à l'amélioration des conditions de vie et de travail des journalistes, et cela en vue d'améliorer la qualité de leur travail. Et l'association propose la révision de l'aide à la presse à 1,5 milliard de francs CFA. Compte rendu, Youssouf Tchakité. Cette cérémonie consacre le lancement des activités de l'association Journalisme Citoyen Action pour la République. L'association se fixe plusieurs objectifs, parmi lesquels on peut citer la diffusion des idées et concepts en vue de l'émergence d'une nouvelle culture de citoyenneté. Pour que la presse soit crédible et responsable,
Il importe ici et maintenant de la doter de moyens. Je suis solidaire de votre lutte. Je suis solidaire d'une lutte qui doit replacer la presse dans son rôle réel. Effectivement, il est temps qu'on arrête d'être un peu la risée des hommes politiques et autres. L'un des objectifs recherchés par l'association est de faciliter la participation des couches laborieuses à la mise en œuvre des politiques de développement, gage de stabilité économique, à la lutte contre l'ignorance, source de conflits, et surtout accentuer le respect des libertés publiques et des droits humains pour l'instauration d'une justice indépendante et équitable. Pour gagner ce combat, ont expliqué les intervenants, il faut la conjugaison des efforts et une véritable complicité autour de ces défis. Coopération Mali-Niger dans les domaines industrie et du désenclavement. La Société des industries navales et constructions métalliques de Koulikoro va réaliser dans quelques semaines un bac de 72 tonnes à Farié au Niger. L'opération coûtera 630 millions de francs CFA et sera réalisée grâce au partenariat INACOM SA Bank of Africa. Koulikoro, on fait le point avec Koumba Sissé. En donnant le départ du convoi composé de 5 camions remorques, du camion Ben et du véhicule de liaison pour la ville de Farié au Niger, le gouverneur lance ainsi tout un symbole, le renouveau et la performance des industries maliennes. Ce bac de 72 tonnes qui sera monté au Niger dans quelques semaines est la 47e unité montée par l'INACOM SA. Le bac qui coûtera 630 millions de francs CFA constitue non seulement un ouvrage de désenglavement routier pour le Niger, mais aussi une bouffée d'oxygène pour l'économie malienne. Le fabricant de ce bac de 112 tonnes est INACOM Mali SA, une société de droit privé malien basée à Koulikoro pour le bonheur du Mali. INACOM fait partie des rares sociétés industrielles maliennes qui exportent des produits finis non alimentaires. Le financement a été assuré grâce au partenariat avec la Bank of Africa. Au nom des autorités nationales, le gouverneur de la région de Koulikoro s'est dit fier de cette belle initiative. C'est une société de droit privé, mais aujourd'hui, vous me voyez ici en tant que représentant de l'État pour venir dire bravo à ces gens. Parce que c'est une fierté pour moi de recéler à Koulikoro ici une société qui a une expertise sous-régionale. En plus de la construction des différents bateaux de la Comanave et des bacs de désenglavement intérieur, la société réalise des châteaux d'eau et a déjà fourni des bacs au Niger, au Tchad, en Gambie, en Guinée-Conakry et au Sénégal. À Tombouctou, les élus, les représentants de l'État et les partenaires de l'UNICEF sont en conclave autour de la revue annuelle 2015-2016 de l'organisation onusienne. Et la rencontre vise justement à faire le bilan des contributions, des interventions financées par l'UNICEF et de faire de nouvelles programmations. Tombouctou, Yeya, Tandina. La revue annuelle fait partie du dispositif de gestion du programme de coopération. Elle offre l'opportunité à l'État et à l'UNICEF, ainsi qu'aux autres parties prenantes du programme, de faire le bilan annuel de la mise en œuvre du programme, de tirer les enseignements et de programmer les actions futures. L'UNICEF, comme à l'accoutumée, élabore des cycles de programmes de coopération pour contribuer à l'effort du gouvernement à atteindre les objectifs de la politique de développement, l'atteinte des objectifs du millénaire pour le développement, et de lutte contre la pauvreté. La présente revue a pour mandat de faire le bilan des contributions, des interventions financées par l'UNICEF, des réalisations et des résultats atteints en 2015. Au cours de cette revue, l'accent sera mis sur les discussions sectorielles, approfondies des performances de chaque composante programmatique, et il vous sera aussi donné l'occasion de tirer tous les enseignements sur les forces et les faiblesses dans l'attente des résultats annuels escomptés. Les recommandations issues de cette rencontre vont constituer les bases des plans d'action opérationnels de la 6e région. Ces plans contribueront à renforcer la paix, la cohésion sociale et la résilience des populations. Informer et sensibiliser les populations sur l'importance des anciens manuscrits, c'était l'objectif visé par une rencontre qui s'est tenue à Gao, et la rencontre a regroupé les acteurs du monde de la culture de la cité des Askia, les notables ainsi que d'autres partenaires. Gao, Boubacar, Bablé Touré.
Les anciens manuscrits des bibliothèques publiques et privées de la cité des Askia, en plus d'autres localités, ont connu au cours de ces dernières années de grands dommages. Des dommages qui ont pour nom le pillage, la destruction, le trafic, la dégradation, pour ne citer que ceci. C'est justement pour sensibiliser les populations sur l'importance de ces anciens écrits en vue de les sauvegarder que cette journée a été initiée. Elle a regroupé les acteurs du monde de la culture de Gao, les notables, ainsi que les différents partenaires partant pour la valorisation et la sauvegarde de ces documents historiques de notre pays. Avec la conférence des anciens manuscrits de Mali, j'ai connu l'importance de ça. C'est pour cela que j'ai lutté pour créer la bibliothèque à la DIU, puisque mon père aimait ça. Ces manuscrits contiennent assez d'informations sur divers aspects de la philosophie, de la chimie, de la médecine et jusqu'au règlement des conflits. Le clou de la rencontre a été la projection d'un film suivi de débats sur l'intérêt de la valorisation et de la préservation de ces manuscrits. Cette activité a permis aux partenaires que sont les ambassades de la France et de l'Allemagne ainsi que l'Organisation des Nations Unies d'évaluer les besoins qu'il faut pour la sauvegarde de ces anciens manuscrits. À cette époque où le Mali s'engage vers une voie où l'unité retrouvée va être célébrée, où la réconciliation nationale va devenir jour après jour une réalité, je me réjouis aussi que cet événement Parole de sagesse puisse permettre aux Maliens et aux Maliennes de connaître leur histoire, de connaître l'importance de ces manuscrits. Nous sommes très heureux que nous avons la possibilité d'assister vous en conserver les manuscrits, de les découvrir et de montrer à tout le monde pour faire voir que le Mali et Gao sont des lieux de culture. Auparavant, les hôtes du jour ont visité le site historique Tombeau des Askia, classé patrimoine mondial de l'UNESCO. Le RTM vous propose après ce journal et magazine sur la réunion préparatoire de la conférence internationale sur le développement, rencontre qui va se tenir à Paris en France et elle sera co-présidée par le président François Hollande et le président Ibrahim Boubacar Keïta. Un magazine spécial préparé par Bourama Traoré. L'information reprendra ses droits demain 10h, 13h. Ça sera une présentation de Rachel Tessugué. Bonne soirée à nos téléspectateurs de Sankoré, de Badjindé, de Sarekeina, de Bella Farandi et de Abaradjou. C'est des quartiers de Tombouctou. Excellente nuit à tous.